Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Je suis Raphaël de Foucault, chercheuse inconditionnelle de Bulle de Bonheur. Ce podcast est propulsé par 2 minutes de bonheur et publié tous les jeudis. Aujourd'hui, nous vous proposons notre numéro 187 « J'influence mon bien-être par mon alimentation ». Amusant, je viens de recevoir cette anecdote qui est véritablement en lien avec le thème du jour. C'est Charles qui nous la partage et qui nous parle du coffret Un temps pour deux cette semaine. Et il nous dit « Avec Sophie, chaque mois, nous programmons un dîner de gala pour nous retrouver autour de vos livrets d'un temps pour deux. Partager des mets raffinés et prendre soin de nous, c'est juste le meilleur cocktail pour notre couple. Merci à vous pour vos livrets riches qui font tant grandir notre couple et merci à Sophie pour ses talents culinaires. Si vous êtes en couple comme Charles et Sophie, qu'attendez-vous pour démarrer l'aventure des livrets d'un temps pour deux? Ils vous attendent. C'est juste simple pour se les procurer. Ils sont dispo sur notre site 2 minutes de bonheur. On vous offre même les frais de port ou alors sur Amazon. Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote! J'ai le cafard ce soir. Je vais me remonter le moral avec un bon bol de crème glacée. Je me sens lourde, ballonnée. Allez, aujourd'hui, je jeûne. J'ai trop mangé, je n'arrive pas à me concentrer. Je me sens énervée contre moi-même. Cette poutine, est-ce que je ne vais pas la regretter cet été quand il faudra me mettre en maillot de bain sur la plage? Nous sommes vendredi. Mes collègues se font un resto. Ça serait sympa, cependant je m'étais promis d'arrêter les excès pour retrouver la ligne. La nourriture prend une place folle dans ma vie. Je sens qu'elle atteint bien d'autres sphères que mon ventre. Qu'est-ce qui se joue dans mon corps avec l'alimentation? Comment influence-t-elle mon bien-être? Et quelle place lui donner dans ma vie en général? Savez-vous que notre alimentation influence directement nos états d'âme? Il existe des liens biochimiques et psychologiques forts entre la qualité de ce que nous mettons dans notre assiette et notre humeur. Voici quelques statistiques édifiantes. Plusieurs études ont démontré qu'adopter le régime dit méditerranéen réduit de 30% le risque de faire une dépression. Et même avant ça, manger des fruits régulièrement le réduit de 15%, contre 9% si votre alimentation est seulement riche en légumes. À l'inverse, selon une étude australienne menée par la psychiatre Félicée Jacka de l'université de Deakin, la junk food, vous savez, tous ces aliments à fort apport calorique comme nuggets, kebabs, chips, hamburgers ou pizzas industrielles, biscuits apéro, gâteaux industriels, donuts, tout ce qu'on aime quand même assez souvent, augmenterait le risque d'anxiété et de dépression. L'étude a aussi démontré que la malbouffe agit sur la taille de notre cerveau. L'échantillon de seniors qui a le plus consommé de junk food souffrait davantage de troubles de l'humeur et présentait un hippocampe réduit à gauche. Rappelons que l'hippocampe joue un rôle primordial dans la capacité de repérage spatial ainsi que pour la mémoire. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il y a de quoi se motiver pour changer un peu la composition de nos assiettes. Commençons par faire un petit rappel. Mais qu'est-ce qui est présent dans notre alimentation? Il existe 2 types de nutriments apportés par l'alimentation. D'abord, les macronutriments. Ce sont d'abord les glucides, présents dans le pain, les pâtes, les pommes de terre, les protéines, contenues dans les œufs, la viande, les légumineuses, les lipides, qui sont apportés à la fois par les produits animaux comme les poissons, les œufs, la viande, et végétaux comme les huiles, les graines et les fruits oléagineux comme les noix. Et puis on a les micronutriments. Ce sont toutes les vitamines, les sels minéraux qui nous viennent de l'eau minérale, des fruits frais ou encore du cacao, et les oligoéléments présents notamment dans les fruits de mer. Tout d'abord le glucose. Tous les jours, le cerveau consomme à lui seul 1/5 du glucose contenu dans notre organisme. C'est le carburant des neurones. On a également les lipides qui entrent dans la composition des neurones, les protéines qui se transforment en acides aminés nécessaires aux neurotransmetteurs qui véhiculent certains messages entre les neurones. Et puis le cerveau a besoin de vitamine C et de vitamine D pour lutter contre le déclin cognitif. La vitamine B, elle aide à transporter l'oxygène dans notre corps et à absorber le glucose. Le fer,
Il aide les globules rouges à capter l'oxygène pour nourrir l'organisme, y compris le cerveau. Et quant au magnésium, c'est un booster de connexion neuronale qui réduit le stress et augmente la performance du cerveau. Allez, je change de regard. Que dit la science sur le lien entre le fonctionnement du cerveau et l'alimentation? Premier point. D'abord, contrairement aux idées reçues, le cerveau a besoin de gras. Plus de 55% de son poids sec est constitué de gras et même 10% de cholestérol. Il y en a partout, dans les membranes cellulaires des neurones et des terminaisons nerveuses, dans les cellules qui facilitent la circulation de l'information nerveuse et dans les vaisseaux sanguins qui irriguent le cerveau. Les bonnes graisses, scientifiquement appelées polyinsaturées, comme les oméga 6 et 3, interviennent dans le développement des neurones et des connexions qui s'établissent dans le cerveau. Ces bonnes graisses maintiennent l'activité cognitive et assurent une bonne neurotransmission. Des études ont démontré que si le cerveau est appauvri en bonnes graisses, le déclin cognitif s'accélère et la longévité peut même en être affectée. Deuxième lien entre le cerveau et l'alimentation. Une bonne alimentation prévient le risque de mauvaise inflammation dans le cerveau. Une inflammation dérégulée peut détruire des tissus sains dans le cerveau. Les aliments frits, les boissons sucrées ou encore les viandes transformées peuvent générer ce type d'inflammation. Troisième lien. Vous avez peut-être déjà entendu dire que le ventre est le deuxième cerveau de notre corps. Eh bien, c'est vrai. L'équilibre du microbiote intestinal influence directement et radicalement notre état psychologique. Le microbiote intestinal, plus communément appelé la flore intestinale, regroupe toutes les bactéries et micro-organismes contenus dans l'intestin. Le microbiote participe à des fonctions majeures comme la digestion, l'effet barrière et le développement du système immunitaire. Notre intestin est aussi responsable de la production de 95% de la sérotonine présente dans notre corps. La sérotonine étant un neurotransmetteur essentiel qui est impliqué dans la gestion des humeurs et souvent associé à l'état de bien-être. Cette sérotonine participe aussi à la régulation de certaines zones du cerveau qui contrôlent différents troubles psychologiques comme le stress ou l'anxiété. Un bouleversement du microbiote intestinal contribue donc à déséquilibrer radicalement le fonctionnement du cerveau. C'est ce qui est notamment observé dans les expériences du type McDo où l'excès junk food détruit totalement les bonnes bactéries présentes dans la flore intestinale, jusqu'à un tiers détruite en même pas un mois. Les sujets de cette étude montrent rapidement des troubles du sommeil, des états de léthargie et de dépression. À noter, dès la grossesse, l'alimentation de la mère joue sur le développement du cerveau de l'enfant et sur la prolifération des cellules dans l'hippocampe. Les régimes riches en gras et sucrés perturberaient le développement de ce centre responsable de la mémorisation et des apprentissages, ainsi que celui du cortex préfrontal, siège de notre capacité de concentration et de planification. L'alimentation occidentale est devenue, avec le temps, très riche et en graisses saturées et en glucides, avec des conséquences non négligeables sur le bien-être physique et psychologique de sa population. D'abord, j'aimerais remettre en question un message qui se répand rapidement ces dernières années, avec l'explosion des régimes et l'essor de la psychonutrition. Nous entendons beaucoup dire qu'il faut arrêter de manger des glucides, notamment pour perdre du poids. Cependant, l'effet serait néfaste pour le bien-être et l'humeur. Gardons en tête que les glucides représentent la source numéro 1 d'énergie dans le corps. Ils apportent le glucose nécessaire à son fonctionnement. Lorsque le niveau de glucose n'est pas suffisant, le corps met à l'arrêt certains processus pour s'économiser, comme la production d'hormones par exemple. Dans le cas des femmes, cela peut même mener à des aménorrhées, c'est-à-dire la disparition des règles, car le cerveau a interrompu la production des hormones du système reproducteur. C'est le cas notamment pour des jeunes filles qui sont anorexiques. Par ailleurs, si le corps manque de glucose, il s'appuie sur son système d'urgence dont l'agent principal est le cortisol pour le relancer. Cela augmente le niveau de stress dans l'organisme et renforce le dérèglement hormonal alors que les bons glucides permettent justement de lutter contre le stress. Nous en avons déjà parlé du stress et de son vecteur
le cortisol dans notre épisode 120 « J'aime le stress ». Pour bien comprendre les injonctions un peu contradictoires à ce sujet, revenons à la différence entre les glucides simples et les glucides raffinés. Les glucides raffinés, qu'on retrouve dans les farines blanches ou dans le riz blanc, sont plus chargés en sucre et en céréales transformées. Ils ont donc un indice glycémique élevé et contribuent à une augmentation rapide des taux de sucre contenus dans le corps. Ils apportent un sentiment de satiété rapide et à court terme, alors que les glucides à indice glycémique bas favorisent un sentiment de satiété plus long de 2 à 3 heures. L'indice glycémique des aliments contenant des glucides dépend de la vitesse à laquelle ils sont digérés, absorbés, et donc de la façon dont ils affectent les niveaux de glucose, donc de sucre dans le sang. La consommation de glucides raffinés amène plus rapidement à des situations d'hyper- ou d'hypoglycémie qui sont associées à des troubles de l'humeur. Par ailleurs, les sucres contenus en plus grande quantité dans les glucides raffinés génèrent la libération de dopamine. Vous savez, ce petit neurotransmetteur qui rentre dans le schéma de la récompense. Mais vous le savez, depuis notre épisode sur le striatum, c'est le numéro 128, les mécanismes de la récompense entraînent une répétition et une amplification des comportements qui génèrent de la gratification. En gros, le sucre appelle le sucre, la malbouffe appelle la malbouffe, le gras appelle le gras. Vous voyez, quand on commence à mettre la main dans un paquet de bonbons et qu'on ne sait plus s'arrêter, ou la main dans les cacahuètes, c'est exactement ça. La consommation excessive de sucre nous emmène souvent sur la pente de la suralimentation. Nous retombons alors dans les effets néfastes pour le cerveau décrits plus haut et nous développons une forme d'addiction qui agit aussi sur notre humeur et notre bien-être. Nous devenons rapidement accros au sucre et il nous faut notre dose et nous développons des symptômes de manque semblables aux effets de la drogue. Détecter sa potentielle dépendance au sucre et la combattre progressivement nous permettent de reprendre le contrôle de notre bien-être. En ce qui concerne la mémoire, elle repose sur les neurotransmetteurs qui sont fabriqués à partir de certains nutriments. Ils ordonnent la façon dont le cerveau reçoit, stocke et restitue l'information. Une étude menée par des neuroscientifiques de l'Université de Bordeaux en 2015 a démontré que le régime méditerranéen associé à un régime pauvre en sel et en graisses saturées, présentes dans la viande, la charcuterie, le fromage ou encore les viennoiseries, ralentirait le déclin du cerveau et réduirait le risque de développer la maladie d'Alzheimer. Pour bien fixer ces nutriments, il est recommandé de consommer des oméga 3 ou encore du magnésium et de la vitamine B6. Les bons aliments pour la mémoire sont donc les poissons gras, comme le saumon, le thon, les sardines ou les maquereaux, encore faut-il vérifier leur provenance. Les fruits de mer favorisent aussi la mémoire. Les légumineuses, comme les lentilles et les pois chiches, sont également à privilégier pour le bon fonctionnement de la mémoire. En plus, ces aliments permettent au corps d'absorber progressivement le glucose et évitent les trous d'hypoglycémie qui nous laissent à plat. Pour les personnes âgées, il est recommandé de consommer beaucoup de vitamine E, présente notamment dans les amandes, les noix, les dattes ou encore les avocats, parce que cette vitamine E prévient la perte de mémoire. Enfin, une petite épice dont nous pouvons tous abuser est le curcuma, qui est très bénéfique pour la mémoire. À noter que les bienfaits de l'alimentation pour la mémoire ne concernent pas que nos aînés. La science a démontré que les ados qui ont une alimentation riche en oméga 3 ont une meilleure mémoire spatiale, émotionnelle et relationnelle. De quoi donner l'envie de saupoudrer un peu d'oméga 3 sur les chocs à pic de nos ados. Mais alors, quels sont les bons régimes alimentaires et les bonnes habitudes à prendre? À travers des exemples que j'ai donnés, nous avons déjà parlé de quelques bons conseils pour bien s'alimenter et nourrir correctement son cerveau. Si je récapitule, il est recommandé de privilégier les poissons gras et les fruits de mer, les céréales complètes, les légumineuses, les fruits, les légumes, les noix et les œufs. Le sucre à consommer, mais avec modération. Il est recommandé pour l'amélioration de l'humeur de consommer plus souvent des glucides à faible indice glycémique comme l'avoine, l'orge, les légumineuses,
les légumes racines comme la pomme de terre, la carotte ou le navet, les produits à grains entiers à 100%. La viande aussi est à consommer avec modération. Vous pouvez aussi vous inspirer de 3 bons régimes pour notre cerveau. Il y en a un dont j'ai déjà parlé, qui est le régime méditerranéen, qui est parmi les plus sains. Il réduit le risque de maladies cardiovasculaires et augmente les performances cognitives. Il s'agit d'une alimentation riche en poissons tels que le thon, le saumon ou les sardines, riche en huile d'olive, en fruits et légumes gorgés d'antioxydants comme les poivrons, les tomates ou les aubergines, les céréales complètes et les légumes secs, la viande maigre. C'est un régime naturellement pauvre en aliments transformés et en sucre ajouté. Deuxième type de régime, le régime japonais, ou plutôt le régime pratiqué sur l'île d'Okinawa, qui est mythique. Cette petite île est peuplée de centenaires et sa population aurait l'espérance de vie la plus longue au monde grâce notamment à une nourriture à base d'une patate douce locale très riche en antioxydants, vitamines nutritives et peu grasses, ainsi que des algues, du poisson et peu de sucre et de riz. Troisième type de régime, le régime scandinave riche en oméga 3, présent dans l'huile de colza, en fruits, en pommes de terre, noix et noisettes, céréales complètes comme le pain de seigle, produits de la mer et pauvres en viande et en produits laitiers. À noter que selon notre âge, nous n'avons pas besoin de manger les mêmes choses pour maintenir un certain bien-être psychologique. Une étude portant sur plusieurs groupes d'âge démontre qu'avant 30 ans, la santé mentale est meilleure lorsque les sujets consomment de la viande régulièrement et pratiquent du sport au moins 3 fois par semaine. À l'inverse, après 30 ans, il est plutôt recommandé de consommer beaucoup de fruits, de sucre lent et de réduire progressivement notre consommation de boissons excitantes car notre capacité à réguler le stress diminue. Nous pouvons noter aussi qu'à certains moments dans la vie, il est recommandé d'adapter son alimentation. Par exemple, après un accouchement, la naturopathe Julia Simon recommande aux jeunes mamans une alimentation en 3 R. Une alimentation réchauffante, réconfortante autour de bouillons, de plats mijotés, de curry et d'épices fortes et revitalisante en privilégiant des super aliments comme les baies de goji, les dattes ou encore les algues. Elle recommande aussi de miser sur les fruits et légumes qui apportent fibres, minéraux et vitamines. Alors, quelles sont les bonnes habitudes à prendre ou à retrouver? Tout d'abord, redécouvrez la sensation de satiété et pourquoi pas jeûner. Christophe André est psychiatre. Il a beaucoup travaillé les notions de méditation et de conscience. D'après lui, l'alimentation n'échappe pas à certaines dérives de notre époque comme l'hyperaccélération et le besoin de tout satisfaire tout de suite. Il éclaire notamment comment la société dérègle nos sensations et nous fait manger plus et parfois sans réelle faim. La visibilité permanente de la nourriture, à la télévision, en vitrine, la taille des portions alimentaires qui a radicalement augmenté dans le temps sans que nos besoins suivent le même rythme, et enfin, les habitudes dictées par notre environnement social, voir les autres manger, nous donne envie de manger sans nous donner faim. Alors, pour retrouver la vraie sensation de satiété, c'est-à-dire sentir que nous avons assez mangé, Christophe André nous conseille avant tout de ralentir, de concentrer notre attention sur l'acte de manger. Allez, stop au repas devant les écrans et accordez-vous plutôt un repas en pleine conscience. C'est ce qui va permettre de vous reconnecter à vos sensations physiques et de couper l'influence de vos humeurs ou des incitations de votre environnement. Une autre idée, pourquoi ne pas tester les bienfaits du jeûne? Encore très souvent perçus comme un levier pour maigrir, les effets positifs du jeûne commencent à être reconnus et popularisés. Plusieurs études montrent que s'il est appliqué de façon contrôlée, le jeûne améliore notre humeur, réduit notre fatigue, augmente notre vigilance et notre acuité intellectuelle. De quoi se motiver pour tenter l'expérience. Si le jeûne complet vous fait peur, il existe plusieurs formules accessibles à tous, comme le jeûne intermittent, pour réduire en conscience notre consommation alimentaire. Une autre piste, essayez de revisiter vos émotions et ce qu'elles déclenchent. Avez-vous déjà ouvert un paquet de chips par ennui ou parce que vous vous sentiez triste? Nos émotions guident parfois notre décision de manger.
L'hyperdisponibilité alimentaire favorise aussi ce type de comportement. En 15 minutes, vous pouvez vous faire livrer ce dont vous avez envie. Plusieurs addictologues nous mettent en garde contre la banalisation du lien émotion-alimentation et surtout chez les enfants. Je vous invite à vous interroger et à interroger vos émotions grâce à notre épisode 140 « Je suis émotionnellement intelligent » pour retrouver des moyens de les gérer sans grignoter. Vous pouvez aussi tenir un journal alimentaire pour consigner vos habitudes, vos émotions et éventuellement établir des liens entre la façon dont vous vous nourrissez et votre bien-être physique ou psychologique. Vous verrez, c'est une pratique riche d'enseignements. Enfin, je ne veux pas passer à côté de l'éléphant au milieu de la pièce, les régimes. Beaucoup d'études démontrent l'effet rebond des régimes alimentaires. Les régimes les plus populaires sont souvent contraignants et difficiles à tenir dans la durée. Ils ont notamment des conséquences néfastes sur notre vie sociale. Les effets se maintiennent rarement sur le long terme. Si l'objectif est vraiment de maigrir, il est plutôt conseillé de changer d'habitude alimentaire, réduire les proportions, se reconnecter à ses sensations, éviter le grignotage, faire du sport et faire preuve de patience. Et hop, je me lance. En bref, si je résume. 1. L'alimentation influence le fonctionnement de notre cerveau en lui apportant directement les bonnes ressources et indirectement en agissant sur la qualité de notre flore intestinale. 2. Les glucides et le sucre sont indispensables à notre bien-être, tant physique que psychologique. Il est recommandé de privilégier les glucides à indice glycémique faible. 3. L'alimentation joue aussi sur la mémoire. Elle contribue à prévenir le déclin cognitif. Et 4. Nous pouvons tous reprendre la télécommande de notre façon de nous nourrir en revisitant nos habitudes alimentaires, notamment leur lien avec nos émotions, et en retrouvant la sensation de satiété. À vous de jouer, chers auditeurs. Cette semaine, la carte de 2 minutes ensemble vous propose de prendre un repas lent, sans aucun écran. Écrivez vos ressentis et prenez une date pour renouveler l'expérience. La petite mousse de la semaine revient à l'essentiel. Que ton aliment soit ta seule médecine, nous dit Hippocrate. Avec Bulle de Bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis et partagez ce podcast. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site 2 minutes de bonheur pour être notifié des prochains épisodes. C'est aussi très facile de nous trouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Il suffit de chercher 2 minutes de bonheur. Bulle de bonheur est propulsée par 2 minutes de bonheur, des outils pour créer du lien et prendre le temps d'être heureux.